Bonjour Mariam, Bonjour Marion. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Tu es ma première invitée dans ce nouveau concept que j'ai appelé les étoiles filantes. Et le but de ce concept, c'est de mettre en lumière des invités que j'ai choisis pour leur côté brillant. Et justement, pour commencer cet épisode, j'avais envie que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles de ton parcours, ce que tu fais un peu dans la vie, Mmh. aussi dans quel contexte on s'est rencontrés. Je pense que ça peut Oui. intéresser les gens. Donc je te laisse te présenter. Merci beaucoup, de m'avoir invitée. Je suis trop honorée d'être ta première guest. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis podcasteur, mentor. J'accompagne aussi des entrepreneurs, sur, différents sujets, différentes problématiques, sur leur blocage émotionnel, l'atteinte de leurs objectifs, leurs performances. Hem, Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à Bali il y a 1 an. J'étais dans une phase de ma vie où j'avais besoin de c'est un peu le cliché, tu vois? Mais j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, de voyager, de m'explorer un peu dans un contexte différent. Parce que même si j'avais vécu à l'étranger, plusieurs fois, auparavant, j'étais jamais allée aussi loin, tu vois? Pour, passer quelques mois toute seule, sans vraiment de raison obligatoire d'y aller, tu vois? Hormis mes études ou un job ou quoi que ce soit. Et donc on s'est rencontrés toutes les 2 à Bali et on a beaucoup, accroché, je trouve, dès le premier café qu'on a pris ensemble. Mm. Pour ceux qui me connaissent pas et qui connaissent pas du tout mon parcours, j'ai, un parcours un peu, on va dire, assez conventionnel au début. C'est-à-dire que j'ai fait mes études à Londres, donc ça sort un petit peu de du conventionnel, tu vois? Mais ouais, j'ai fait mes études à Londres. Ensuite, j'ai eu mon premier job, en Irlande, à Dublin, puis je suis revenue en France. J'ai fait beaucoup de différents jobs et j'avais toujours ce pattern, tu vois, dans mon parcours de commencer un job, démissionner, commencer un job, démissionner, démissionner, démissionner. Et j'ai toujours su finalement que je voulais pas vraiment travailler pour quelqu'un d'autre ou travailler dans une société de manière un peu traditionnelle. Mais je le faisais parce que pendant très longtemps, j'ai été beaucoup drivée par la peur. La peur de manquer, la peur de pas avoir assez, la peur de plein de choses différentes qui m'ont amenée à prendre certaines décisions. Et petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que bah, si j'arrêtais pas de démissionner et d'arrêter et de tout le temps, sans cesse, répéter ce même schéma, bah, c'est finalement qu'il fallait que j'ai le courage de prendre un chemin un peu différent. Et donc, il y a à peu près 4 ans, j'ai démissionné de mon dernier job en entreprise. Et pendant quelques mois, je me suis beaucoup cherchée, j'étais un peu perdue, je savais pas ce que j'allais faire ou comment j'allais le faire. Et finalement, je me suis lancée sur les réseaux et petit à petit, j'ai commencé à avoir, des résultats, de l'attraction, des gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, de les coacher, de les aider. Je me suis formée au coaching, j'ai lancé mon podcast et petit à petit, les choses, elles se sont faites, comme ça. C'est super intéressant et j'ai remarqué qu'il y avait un mot qui revenait quand même beaucoup, le mot courage. Ouais. Je trouve que c'est assez. Alors, dans le contexte dans lequel tu t'en es peut-être pas rendu compte, d'ailleurs, on s'en rend jamais compte à l'instant T, mais tu as quand même eu le courage de partir à Londres pour faire tes études. Pour moi, c'est une forme de courage. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui quitteraient un pays pour aller faire des études dans une langue étrangère, dans un pays qu'on ne connaît pas, seul. Tu as eu le courage de traverser la planète pour aller à Bali, seul aussi, dans une période de ta vie où tu savais finalement pas vraiment à quoi t'attendre. Tu penses que le courage, c'est une qualité à avoir quand on veut entreprendre, Ah, j'adore réussir? cette question. Tu sais que j'adore cette question parce que j'en parlais récemment avec une amie à moi. Et je lui parlais de ça dans le contexte, de, bah, justement des réseaux sociaux parce que pendant un bon moment, je me suis beaucoup lissée sur les réseaux. Tu vois? Je me suis beaucoup lissée dans mes opinions, dans ce que je partageais. Hem, je partageais toujours des choses que je pensais et dans lesquelles je croyais profondément. Mais j'ai vraiment eu ce dilemme intérieur où je me suis dit: «Est-ce que tu es vraiment courageuse?» Parce que le courage pour moi, c'est fondamental. Ça fait vraiment partie de mes valeurs. J'ai envie de vivre une vie qui reflète, cette valeur-là du courage et de toujours prendre la décision qui me fait le plus peur. Parce que pour moi, c'est la bonne décision, en fait. Si tu veux savoir où est-ce que tu dois te diriger et quelle est la bonne direction, regarde la direction qui te fait le plus peur et tu sauras que c'est cette direction-là que tu dois emprunter. Et j'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire: «Non, tu vas pas prendre l'ascenseur, tu vas prendre l'escalier, tu vas pas faire ce qui est le plus confortable, tu vas faire ce qui est le moins confortable». Parce que dans tous les cas, ça va te forger, ça va te permettre d'aller te découvrir, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que j'ai toujours voulu vivre une vie extraordinaire, tu vois? J'ai vraiment toujours eu cette envie-là de me dire, «J'ai pas envie de vivre un métro boulot dodo», j ça m'angoisse plus que tout. Pour moi, c'est pire que de mourir, tu vois? Vraiment, littéralement. Et
ces dernières années, j'ai vraiment eu cette prise de conscience de: «Est-ce que je suis vraiment courageuse?» Parce que j'ai été très courageuse à certains moments et puis à d'autres moments, j'ai été extrêmement lâche. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Depuis que je suis sur les réseaux, j'ai eu beaucoup, beaucoup cette peur qui a ressurgi en moi de, «Ah bah, j'ai réussi à rassembler une communauté, bah, maintenant j'ai peur de les perdre». Et du coup, je vais éviter de prendre des risques, je vais éviter de dire des choses qui pourraient fâcher, qui pourraient contrarier, qui pourraient être dérangeantes, parce que j'ai envie de garder une bonne relation avec ces personnes. Et ça, c'est des choses qu'on vit dans n'importe quel type de relation. Notre relation à notre communauté, pour nous qui sommes sur les réseaux, ou bien ça peut être avec tes amis, avec ton partenaire, avec ta famille, peu importe. Et tu vois, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, le conflit là et puis ce qui se passe, en Palestine et cetera, j'ai pas du tout pris la parole sur ce sujet, j'en ai pas du tout parlé. Il y a plein de sujets dont j'ai pas parlé parce que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi ou j'avais peur qu'on me mette une étiquette ou que je reçoive de la haine, des insultes, des menaces et cetera. Et finalement, je me suis dit: «Mais Mariam, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est l'image que tu vas renvoyer? Est-ce que c'est les abonnés que tu as? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires que tu fais? Ou est-ce que c'est le regard que tu poses sur toi quand tu rentres chez toi le soir et que tu te regardes dans le miroir, qui est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une femme que tu respectes, une femme que tu admires, une femme qui a du courage justement, ou est-ce que tu vois une femme qui juste se lisse et se met dans des cases, dans des moules Mmh. pour convenir un peu à tout le monde? Et du coup, pour moi, le courage, c'est fondamental. Tu peux pas aller où que ce soit. En fait, tu pourras jamais emprunter un chemin différent si tu fais ce que tout le monde fait. Tu vois, finalement, pour que tu puisses vivre quelque chose d'extraordinaire, faut que tu arrêtes de prendre des choix et des décisions ordinaires. Faut que tu oses prendre des décisions qui sont extraordinaires, oser prendre des risques, oser faire des choses que la plupart des gens n'oseraient pas faire et pour lesquelles je pense que beaucoup de gens, même autour de toi, te diraient: «Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas utile, c'est pas la peine. T'as pas besoin de faire ça. Tu sûr que c'est la bonne décision?» En fait, à chaque fois que tu as ces voix internes et externes qui viennent te visiter, c'est que tu es en train de prendre la bonne décision. Ouais, c'est vrai. La sensation de peur Mmh. est rattachée directement au courage. Il y a pas de Pour moi, tu peux pas être courageuse si t'as pas cette dimension de peur interne en toi. Et j'ai une amie, justement, il y a pas très longtemps, qui me disait ça parce que je lui disais: «Mais je suis morte de trouille à l'idée de faire ça comme projet, de faire ci, de faire ça et cetera», et elle m'a dit: «Mais c'est justement parce que t'as peur que t'es sur le bon chemin». Ah mais moi je suis à 1000 d'accord avec ça. De toute manière, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tendance à voir la peur comme l'indicateur qu'il faut pas aller dans une Mmh, direction. Il y a une énorme différence entre la peur face à un danger, à un réel danger, et la peur face à un danger qui est finalement imaginé, qui est juste une illusion, tu vois. Quand tu prends la parole en public, ton corps va t'envoyer des signaux de peur. Parce que on a associé le fait de prendre la parole en public à un danger de mort. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, pour pouvoir survivre, avaient besoin d'être acceptés par le groupe. C'est comme ça que tu pouvais survivre. mmh, Si t'étais pas accepté par le groupe, t'étais mort, mmh. littéralement. Parce que tu ne pouvais pas survivre par toi-même. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est plus du tout dans la même ère. Le problème, c'est que notre cerveau réfléchit encore de la même manière. Et donc, on va parfois associer certaines situations et certains ressentis à un danger réel, alors qu'il y a absolument pas de danger finalement. Tu vas pas mourir si tu fais ta première vidéo sur les réseaux, tu vas pas mourir si tu vas en date avec cette personne, il va rien se passer, quoi. Et justement, ça va avec le sujet des croyances limitantes dont on parle aussi énormément. Enfin, en tout cas, moi, dans mes coachings, j'en parle très, très souvent parce que je me rends compte que les femmes ont énormément de croyances limitantes. Tu penses que toi, avant de te lancer, c'était quoi la croyance limitante qui a été la plus difficile à surmonter? Ah, j'adore cette question. Ah, c'est une question intéressante. Je vais te dire, la croyance limitante la plus difficile que j'ai eu à surmonter, il y en a plusieurs, mais une qui me vient, c'est mon rapport à mon image en tant que femme, Mmh, tu vois. J'avais ce truc de me dire, si t'es pas une mannequin absolument parfaite, tirée à quatre épingles, qui correspond à 1000% aux standards de beauté de la société, personne ne va t'écouter. Et surtout, tu vas te ridiculiser, les gens vont aussi te critiquer sur ton apparence parce que tu seras pas cette version parfaite, fantasmée que tu as imaginé que tu devais être.
Et donc pendant longtemps, j'ai beaucoup eu ce frein-là de me dire: «Ne te lance pas, reste dans ton coin, t'es pas assez parfaite. T'es pas assez parfaite. Physiquement, t'es pas assez parfaite. Émotionnellement, mentalement, au niveau de ton éloquence, tu communiques pas assez parfaitement». Je pense que cette, peur de ne pas être parfait, elle empêche beaucoup, beaucoup de personnes de se lancer en fait, de passer à l'action. Et il y a beaucoup cette masturbation mentale de se dire: «Ah mais j'ai réfléchi à ce projet, j'y pense, j'ai préparé le projet, j'ai écrit le projet, je pense au projet, je parle du projet» et finalement tu fais rien. Tu fais rien parce que tu crois qu'il faut que tu sois parfait. Tu crois qu'il faut que tu aies absolument tous les détails, le contexte, les connaissances pour pouvoir te lancer et ça a été un gros sujet pour moi. Et finalement, il y a un moment donné où je me suis dit: «Tu sais quoi? Tu pas parfaite, tu seras jamais parfaite. Si tu prends pas le risque de te lancer maintenant à 25 ans, alors que t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit à payer à la banque, tu pas de responsabilité de dingue dans ta vie. C'est littéralement maintenant ou jamais où tu dois prendre des risques, te ridiculiser, te casser la gueule, avoir honte, laisser les autres se moquer de toi. C'est maintenant en fait. C'est quand est-ce que tu vas faire ça? C'est maintenant. Finalement, quand tu comprends ça et surtout quand tu te dis: «Qu'est-ce que la version de moi qui est beaucoup plus aboutie, qui est âgée, qui a peut-être, je sais pas, 70 ans, 80 ans, qui regarde en arrière, vers la Mariam qui a 25-30 ans même ou plus, qu'est-ce qu'elle se dirait? Est-ce qu'elle serait fière d'elle ou est-ce qu'elle se dirait: "Ah bah, heureusement qu'elle s'est pas lancée dans les vidéos parce qu'elle était pas assez belle", hein», tu vois? Enfin, finalement, quand tu réfléchis comme ça, tu te rends compte que ces croyances-là, et tu sais, j'écoutais un podcast ce matin et c'était une entrepreneure, américaine qui disait quelque chose que j'ai trouvé super puissant. Elle disait: «Dans la vie, tu choisis tes croyances. Tu choisis ce que tu nourris comme croyances et tu peux choisir finalement de nourrir des croyances qui vont être utiles pour l'atteinte de tes objectifs ou bien de nourrir des croyances qui vont freiner l'atteinte de tes objectifs». Et le problème, c'est que la plupart des gens, vu qu'on est en pilotage automatique et on n'est même pas conscient des croyances qu'on a et qu'on entretient, on va très souvent entretenir des croyances limitantes. Pourquoi on appelle ça des croyances limitantes? Parce qu'elles nous limitent dans notre champ des possibles. Elles nous limitent dans les actions qu'on prend, dans les opportunités qu'on saisit, dans l'audace qu'on peut avoir, dans la place qu'on ose prendre. On n'ose rien faire quand on a ces croyances limitantes. On se freine, on se fait tout petit, on se met dans des cases, dans un moule qui va convenir à la plupart des gens, mais qui finalement nous rend malheureux. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à faire un exercice très simple, à prendre un carnet, un stylo, et à se dire, ça c'est un exercice que je donne dans mon programme Nouveau Départ et qui est très puissant, c'est, tu vas noter un objectif que tu as. Par exemple, j'ai envie de rassembler une communauté sur les réseaux sociaux, ou par exemple, j'ai envie de vivre du voyage. Ok, tu notes ton objectif. Juste à côté de cet objectif, tu vas noter mais et tu vas laisser venir ce qui vient après le mais. Tout ce qui vient après le mais, c'est tes croyances limitantes. C'est les histoires que tu te racontes à propos de toi-même. En fait, une croyance limitante, c'est quoi? C'est une histoire que tu t'es racontée depuis des années, voire des décennies, et que tu t'es tellement répété, que c'est devenu une croyance. Mais c'est-à-dire que c'est pas qui tu es, cette croyance. C'est juste un paramétrage que tu as ancré à l'intérieur de toi et qui, sans que tu t'en rendes compte, dirige ta vie et t'amène à prendre certaines directions. Et c'est aussi, je trouve, très lié, au côté éducationnel qu'on a pu avoir. Pas mal de nos croyances limitantes, malheureusement, viennent de nos parents, parce qu'on est de générations différentes. Mmh. Nous, on est de la même génération en plus, donc on a grandi, avec les réseaux et cetera. Nos parents, c'était pas le cas. Et moi, je me suis rendu compte que toutes mes croyances limitantes, malheureusement, me venaient de mon éducation, de mes parents, qui eux-mêmes avaient des croyances limitantes, qui pouvaient pas être dans l'abondance, que il Mmh. faut avoir une vie comme ci, comme ça, et cetera. Et en fait, je trouve qu'à ce moment-là, donc l'exercice dont tu parles, il est ultra puissant. Et en fait, ça revient à déconstruire quelque Mmh. chose qu'on a ancré en nous depuis 10, 20, 30 ans. Et finalement, ça revient au sujet du courage et de la peur. Mmh. Et tout est relié les uns avec les autres. Et je trouve que j'utilise aussi souvent cette expression quand je parle à mes élèves. Il faut savoir sortir de sa zone de confort.
C'est vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps et des fois, c'est pas qu'un travail de mindset ou qu'un travail de lire des bouquins. Juste faire même une activité ou une expérience où tu as la trouille de la faire. En fait, c'est ce qui va te permettre de te rendre compte, comme tu l'as très bien dit, en fait, il se passe quoi après? Mais rien, en fait. Genre, c'est OK. Que tu réussi ou que tu pas réussi, on s'en fout. Au moins, tu l'as fait. Au moins, tu y es allé, tu as essayé et c'est ça qui va te donner l'impulsion de toujours pouvoir repasser à l'action, Mmh. de plus en plus. Je suis totalement d'accord avec toi et ce que tu dis là, c'est hyper puissant parce que si tu pars du principe que tous les jours, tu peux faire une toute petite chose qui te challenge. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important de se dire: «Chaque jour, je vais faire quelque chose qui me challenge». Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, tu vas tous les jours à la même salle, mais tu vas jamais là où il y a, tous les poids et tous les mecs qui font de la muscu et tout et qui sont là en mode hypés et tout et tu as peur d'aller là-bas parce que tu as l'impression que tu sais pas trop quoi faire ou comment le faire. Bah, ça peut être qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas aller dans ce coin-là de la salle et tu vas sortir de ta zone, littéralement ta zone géographique de Mmh. confort et tu vas aller dans un lieu où tu as pas l'habitude d'aller, où tu te sens un peu intimidé. Ça peut être aller dans un beau palace parisien où tu as l'impression que t'es pas à ta place, où tu pas l'habitude d'aller dans des endroits comme ça. Ça peut être plein de choses différentes. Je sais pas moi, tu peux être dans un coffee shop et puis au lieu de, comme d'habitude, faire ton truc dans ton coin, tu commences à ouvrir une discussion avec la personne qui est à côté de toi. Tous les jours, tu peux te challenger à faire quelque chose qui te fait peur. Quand tu te challenges tous les jours à avoir du courage, parce que finalement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est faire quelque chose qui te fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que tu construis des preuves, jour après jour, que finalement, il y a aucun danger à faire ce qui nous fait peur. Mmh. Et donc, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Tu prends confiance en toi, tu prends confiance en toi dans ta capacité à faire des choses qui te font de plus en plus peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu grandis, t'expands, t'es en croissance, t'es en expansion et tu vas vers des sommets de plus en plus grands, en fait. Complètement. Je suis complètement d'accord et c'est marrant parce que, du coup, moi, la croyance limitante que j'avais le Ouais. plus au moment de me lancer, c'est: «Je ne suis pas capable». Mmh. Parce qu'on m'a jamais dit dans ma vie que j'étais capable de faire des grandes choses, que j'étais quelqu'un de bien, et je me suis dit: «OK, je me dis que je suis pas capable, comment je peux devenir capable?» Et donc moi, c'est beaucoup l'apprentissage, les Mmh. formations et cetera. Je me suis rendu compte que ce qu'on nous apprenait à l'école, 90 des choses ne servaient absolument à rien, qu'on ferait mieux nous apprendre d'autres notions. Et c'est vrai que le fait de faire ce cheminement, donc d'avoir déconstruit d'abord en quoi je pense que je suis pas capable et ensuite de construire ça, après, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle aussi souvent l'abondance. Mmh. C'est que tu arrives à capter qu'en fait, en apprenant, en ayant une vision sur toi, en posant une attention, en te challengeant, comme tu le dis très bien, bah, au final, il y a tout qui arrive après en abondance. C'est assez exceptionnel. C'est vrai. J'y croyais pas du tout. Moi, la première, j'y croyais pas, hein. Alors, Comment t'as fait pour dépasser cette croyance, toi? Enfin, je veux dire, comment t'as fait pour faire le premier pas malgré le fait que t'aies eu cette croyance? je pense que notre cerveau, il a une zone de survie. Et en fait, quand tu te mets dans ce mode survie, ta prise de décision, elle est complètement différente. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui ne sortent pas de leur zone de confort, qui ne prennent pas de risques, finalement, ils passent jamais le cap de se lancer pour tel ou tel projet, dans telle relation, etc. Et c'est vrai que du coup, moi, le premier truc où vraiment j'ai pris sur mon instinct de survie, c'est qu'en fait, à la base, j'habitais à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, je venais de Lyon, etc. Impossible de trouver un travail dans ce que je voulais. J'ai tout quitté du jour au lendemain pour aller à Paris, alors que je ne connaissais personne, à part mon parrain qui est en banlieue parisienne. Et en fait, ça m'a mis vraiment en mode survie de me dire: «Bon, là maintenant tu es à Paris, tu connais personne, qu'est-ce que tu fais?» Et ça me rappelle une phrase qu'une de mes amies m'a dit récemment suite à ma rupture, où tu vois, voilà, j'ai vécu une rupture, instinct de survie de ouf, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je mets en place d'abord? Vouloir prendre des décisions très vite et cetera. Donc très stressée, très dans la peur, très dans Mmh. je vais avoir du mal à sortir de ma zone de confort. Et mon amie, elle m'a dit: «Mais tu sais, c'est génial ce qui t'arrive, parce que tu vas pouvoir réécrire ton histoire». Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Wow, c'est exactement ce que j'ai vécu quand je suis arrivée à Paris. C'est exactement ce que j'ai vécu quand je suis partie faire le tour du monde. C'est exactement ce Mmh. que j'ai vécu quand je me suis expatriée à Bali». En fait, à chaque fois, j'arrive à sortir de me dire: «Je vais pouvoir réécrire C'est mon ça. histoire». Ouais, c'est un nouveau départ. Mmh. Et là, Comme le tu nom de ton prends programme. ouais,
mais c'est ça et c'est trop intéressant qu'elle t'ait dit ça parce que je pense que toutes les 2 on a vachement ça en commun. Le fait de prendre des nouveaux départs, de se renouveler, de pas, en fait, de pas forcément se laisser, ensevelir dans une réalité qui nous rend malheureux, qui nous correspond pas et juste de reprendre possession de nous-mêmes et de se saisir de notre vie et c'est vachement puissant et finalement, tu vois, quand tu t'es mis dans cette posture-là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incertitude, mais d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que tu avais cette croyance qui te disait: «J'ai pas les capacités» et en même temps, je pense que tu avais aussi la croyance que tu as la capacité, parce que sinon tu serais pas allé à Paris. Il y a une part de Peut-être, toi, je ouais. pense. Bah, après, je pense que ça dépend aussi, de ton éducation, encore une fois, Mmh. et de, la place que tu occupes dans la famille. Mmh. Et moi, je suis l'aînée, du coup, d'un petit frère et d'une petite sœur, et mes parents travaillaient énormément. Ils étaient, paysans, donc voilà, ils comptaient pas leurs heures. Donc j'ai eu très vite le rôle de la responsable de la famille. Mmh. Et ma maman me disait toujours, «Tu sais, tu es l'exemple pour ton petit frère et ta petite sœur. Du coup, c'est Mmh. important que tu ailles à l'école, que tu aies des bonnes notes, que tu trouves un job, et cetera, pour montrer l'exemple à ton petit frère ou ta petite sœur». Et je pense que j'ai toujours eu ce rôle et je pense que je l'ai toujours aujourd'hui. Mmh. Et en fait, j'ai fait ça pour montrer l'exemple à mon petit frère, ma petite sœur, de dire: «En fait, là, si je reste dans cette situation, que je ne trouve pas de travail, je n'ai pas d'argent, donc je vais finir dans la rue, concrètement. Donc c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? OK, cette solution, Paris, parce que Paris, la possibilité de trouver un travail beaucoup plus facilement. Donc j'ai commencé comme vendeuse et après j'ai gravi les échelons. Et je pense que du coup, je sais pas si c'est que je me sentais capable, mais je me sentais responsable Mmh. Tu pas le choix. de personnes qui étaient mon petit frère, ma petite sœur. Ouais, je pense que c'est intéressant, hein, le Mm. rôle de la grande sœur ou du grand frère, mais bah, nous, on est grandes sœurs toutes les 2, Ouais. donc je trouve ça super intéressant la place, qu'on a. Il y a souvent un schéma que je vois beaucoup chez les grandes sœurs particulièrement, c'est le schéma de l'hyper-indépendance. Les grandes sœurs, c'est des personnes qui sont hyper indépendantes. On les a responsabilisées très vite, on leur a donné beaucoup, beaucoup de charges, de responsabilités. On a tendance à être hyper vigilante, à avoir besoin de tout contrôler autour de nous. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas toujours eu la possibilité de pouvoir nous reposer sur quelqu'un Mm. d'autre. C'était un peu nous sur qui on se reposait. On devait donner l'exemple, on devait montrer comment faire, on devait sécuriser l'environnement, apporter une certaine sécurité, une certaine stabilité dans des environnements qui sont pas toujours stables. Parce que faut pas se mentir, on est beaucoup à avoir grandi dans des familles un peu dysfonctionnelles, un peu compliquées. Donc la grande sœur, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup tendance à souvent, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs chez les grandes sœurs, beaucoup de femmes très ambitieuses, qui ont besoin de liberté financière, qui ont besoin de voyager, qui ont besoin de se créer une vie qui est assez différente de celle dans lesquelles elles ont grandi. Parce que forcément, quand tu grandis dans un environnement où on te donne autant de responsabilités, où tu dois montrer l'exemple, il y a assez peu de liberté finalement dans tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça que la liberté, c'est souvent une valeur très importante que je vois chez les grandes sœurs Mm. particulièrement, tu vois. Ouais, c'est une de mes valeurs les Ouais. plus fortes. Ouais. Et tu vois, Sur mettre en valeur. Ouais, c'est assez, ouais. c'est complètement vrai. Ouais, et puis il y a beaucoup d'exigences. Il y a des standards très élevés. On a envie que les choses elles soient bien faites. On a besoin de sécurité émotionnelle. On a besoin que on n'a pas beaucoup parfois même d'espace pour la victimisation, tu vois, il y a une intolérance aussi à un certain niveau à ces choses-là. En tout cas, moi, je parle pour moi, je sais pas si ça te parle, mais moi, j'ai beaucoup de mal à tolérer la victimisation, les gens qui se complaisent dans leur mal-être, parce que j'ai pas pu, moi, faire ça, en Mm, fait. mm. Il fallait que je sois un exemple, il fallait que je gère des crises, des situations difficiles, parce que j'étais la grande sœur et que c'était sur moi qu'on comptait, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce schéma-là. Ah ouais, je pense que c'est vraiment, c'est des schémas assez classiques. Mm. Hem Et après, voilà, il y a pas de chemin tout tracé. Mais effectivement, globalement, quand on est l'aîné, on a plus de poids sur les épaules, on a plus de charge mentale. Et c'est quelque chose qui est super dur à enlever, finalement, en grandissant Carrément. slash vieillissant. Hem, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, m'a toujours beaucoup touchée et que je travaille encore, toujours aujourd'hui, d'essayer de, C'est genre, super dur. Lâcher lâcher, prise. tu vois? Lâcher prise. C'est la phrase que ma mère m'a le plus répétée dans ma Ouais. vie. Lâche prise, Mariam, lâche prise. D'ailleurs, ta maman a l'air très drôle et elle a l'air vraiment d'être tout sauf dans le contrôle. Eh ben, tu m'étonnes que moi je sois dans le contrôle. Ah oui, ça c'est sûr que ma mère, non, elle est exceptionnelle, Ouais. ma mère. Je suis fan d'elle, elle est incroyable. Elle a vraiment. Ma mère, c'est la personne qui a
le cœur et l'âme la plus pure, la plus belle que je connaisse. Elle a un cœur, mais vraiment tellement, tellement pur, tellement beau, tellement... Elle a tellement d'amour pour les gens. Et ma mère, elle m'a vraiment tellement transmis, depuis que je suis enfant. Elle m'a transmis, même dans les moments de crise émotionnelle qu'elle pouvait avoir, même dans ces moments-là, elle m'a tellement, tellement appris. Moi, je lui dis, parfois, on rigole toutes les deux. Je lui dis, mais t'as été ma meilleure école de coaching, hein, parce qu'avec toi, j'ai dû gérer avec toi, mais bon, pas qu'avec elle, avec mes parents, tout court, ça a été très Ouais. chaotique dans leur relation. J'ai dû intervenir dans des situations qui étaient complètement hallucinantes, tu vois. Donc, c'est sûr que ça a été hyper intéressant de grandir avec des parents comme ça, avec une famille comme ça. Mais ouais, ma mère, elle a traversé tellement de choses, elle a surmonté tellement d'épreuves, de défis. Et aujourd'hui, tu vois, je la montre souvent dans mes Mmh. stories sur Instagram. Et j'adore la montrer ou partager les moments que je passe avec elle parce que je me dis toujours, si tu veux te libérer de ta honte, passe une journée avec ma mère et tu verras que ta honte, tu auras vraiment la honte va descendre comme ça en flèche parce qu'elle a tellement honte de rien, ma mère. Non mais elle a honte de rien. Tu sais, là, ce matin, on était au crayon toutes les deux. Ma mère, elle peut aller au crayon habillée, mais comme si elle allait jeter les poubelles, tu vois. Elle en a rien à faire. Elle a un culot, une audace je trouve super inspirant. Cette capacité qu'elle a, elle peut chanter dans la rue, elle peut danser dans la rue, elle peut parler à n'importe qui. Mais quand je te dis n'importe qui, ça veut dire qu'elle n'a vraiment aucune gêne. Et bon, parfois c'est compliqué, mais vraiment, je trouve ça hyper inspirant. Et du coup, ouais, tu parlais de ton passé par rapport à la relation à tes parents. Moi, comme tu le sais, mes parents sont toujours mariés et sont toujours ensemble, donc je suis très chanceuse pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu intéressée. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui divorcent, qui se séparent. Et ça m'a toujours intéressée de connaître l'impact que Mmh. ça avait dans la vision, notamment des relations de couple. Ah ouais, c'est une bonne question. Moi, mes parents, ils se sont rencontrés quand ils avaient... Ma mère avait peut-être 16, 17 ans et mon père avait peut-être 19 ans, Mmh. au Burger King sur les Champs-Élysées. Ah, c'est un truc de fou. Un 6 août, je crois qu'ils se sont rencontrés au mois d'août d'ailleurs. Et mon père était réfugié politique parce qu'il venait de fuir la révolution en Iran. Donc il parlait pas un mot français. Il venait de vivre quelque chose de terrible, terrible, terrible. Et ma mère, elle était très jeune. Ils se sont rencontrés. Et puis à l'époque, il y avait pas de téléphone portable, tu Mmh. sais? C'était un truc de fou. Ils se sont croisés au Burger King et puis ils se sont pas laissés de numéro ou quoi et puis finalement, quelques jours plus tard, ma mère a croisé les amis de mon père et ils étaient comme des fous. Ils ont appelé mon père dans une cabine téléphonique pour lui dire: «Viens tout de suite, il y a la femme que tu as croisée au Burger King» et tout. Et finalement, ils se sont mis ensemble et ils sont restés ensemble presque, 36 ans ou Mmh. 37 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont divorcé, ça c'est très récent, hein, leur divorce, ça fait peut-être, 3-4 ans qu'ils ont divorcé, tu vois? Donc ils ont divorcé quand j'avais peut-être 24, 25 ans. Hem et l'impact que ça a eu sur moi, je pense que c'est compliqué parce que moi, quand j'étais petite et que je voyais mes parents se déchirer, se disputer et se mettre dans des états complètement hallucinants, j'allais les voir et je leur disais: «Mais pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous restez ensemble? Pourquoi, en fait?» Je comprenais vraiment pas. Ça n'avait aucun Mmh. sens pour moi. Tu vois, j'étais une enfant, je voyais ça et je me disais: «Mais on souffre tous dans cette maison. Pourquoi vous nous infligez ça, en fait?» Et je les voyais se déchirer, se remettre, ensemble comme si un peu de rien n'était et puis recommencer, et c'était comme ça tout le temps. Bon, après mon père voyageait beaucoup, mais quand il était là, c'était comme ça tout le temps. Et il y a eu plusieurs moments où j'ai limite demandé à mes parents, de se séparer, tu vois? Parce que Mmh. c'était invivable pour nous de continuer à vivre comme ça. Et donc je pense qu'il y a toujours eu une part de moi qui se disait: «Je serais soulagée qu'ils soient plus ensemble». Et en fait, c'est paradoxal parce qu'il y a aussi une autre part de moi qui souffrait terriblement de voir mes parents ne pas s'entendre et ne pas s'aimer comme j'aurais voulu qu'ils s'aiment. Je pense que ça a été ma plus grande peine de cœur, ça a été ça. En réalité, la plus grosse rupture que j'ai vécue dans ma vie et que je vivrai jamais, je pense, ça a été celle de mes parents. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été celle de mes parents, mais
sur des décennies parce que ça a pas été juste le divorce, tu vois? C'est pas Mmh. comme si tu avais un couple devant toi parce qu'il y en a qui vivent quelque chose comme ça, où les parents ne se disputent jamais devant les enfants, où ils ont aucune idée des problèmes de couple de leurs parents et puis d'un coup, ils annoncent aux enfants qu'ils vont divorcer et là, peut-être que tu descends de 1000 étages et tu as une brisure, une cassure énorme. Mais moi, ça a été vraiment depuis mon enfance, énormément de brisures, de déceptions, de peines, de ruptures intérieures quand je voyais mes parents se déchirer comme ça. Et finalement, quand ils ont divorcé, d'un côté, ça a été un soulagement et de l'autre, ça a été, extrêmement chaotique parce que ça s'est fait d'une manière terrible, en fait. Mmh. En fait, je pense vraiment que mes parents on pourrait faire un film sur leur histoire. Non, mais vraiment, tellement c'est lunaire. Je peux pas tout raconter par respect pour leur vie privée, mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui sont juste, complètement, heu, si je te racontais, tu te dirais: «Mais c'est pas possible, c'est irréel», tu vois? Et donc je pense que cet impact-là, il s'est fait sur beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de mal à m'ouvrir dans mes relations amoureuses. Mmh. J'ai eu beaucoup de mal à, à faire confiance, à être vulnérable et pas que dans mes relations amoureuses, dans ma vie de manière générale. J'étais quelqu'un qui demandait jamais d'aide, j'étais quelqu'un qui ne pleurait pas devant les autres, j'étais quelqu'un de très dur, Mmh. de très, tu vois, bah, encore une fois, hyper indépendante. Et avec les hommes, j'avais un gros rejet des relations amoureuses. C'était un rejet total, tu vois. Je peux Moi, ce comprendre, qui... ouais. C'est ça qui Ouais. m'intéressait de savoir, c'est ce que ça avait généré en toi? Est-ce que ça avait vraiment eu un impact? Bien sûr, toutes les histoires de couple sont toutes différentes. Et là, voilà, on est sur un cas vraiment spécial où ils se sont rencontrés très, très, très Ouais. jeunes. Ton papa réfugié, ma sœur est sortie avec un réfugié ukrainien aussi, Mmh. ils viennent de s enfin, ils se sont séparés il y a pas si longtemps que ça et du coup, ça amène d'autres questions où voilà, forcément quand tu es réfugié, je pense que tu as des traumas qui font que si tu les travailles pas, ça peut être compliqué dans une relation de couple. Déjà, de base, 2 personnes qui viennent de 2 pays différents, c'est pas la même culture, enfin, Ouais et puis il y a les 2 ils étaient extrêmement traumatisés. Ma ouais, mère avait vécu des traumatismes hyper graves dans son enfance. Mon père a vécu des traumatismes très compliqués avec la révolution iranienne et en fait, les 2 étaient des personnes profondément traumatisées et ils avaient pas du tout les outils qu'on a aujourd'hui, c'est tu ça. vois? Moi, mes parents, je leur en veux pas, une seconde, tu vois? J'aurais tellement aimé qu'ils soient en paix, j'aurais tellement aimé qu'ils puissent, vivre un amour, qui leur fasse du bien et qui soient vraiment en paix, individuellement et ensemble, tu vois? Ou même, séparément, mais qu'ils puissent ressentir cette paix parce que c'est tout ce que je leur ai toujours souhaité. Mais, ils avaient pas les mêmes outils qu'on a Ouais, aujourd'hui, tu vois? ça, c'est vrai que c'est une énorme chance, Ouais. qu'on a. Vraiment, 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 tout ce qui est, développement personnel, autour du mindset, même rien que sur les relations de couple. D'ailleurs, tu as interviewé pas mal de personnes, sur ton podcast, Welcome Home, de personnes, voilà, qui sont spécialisées dans les relations amoureuses, voilà, sexologues et cetera. C'est Mmh. hyper intéressant et je trouve que moi, en tout cas, je suis hyper reconnaissante d'avoir accès à toute cette valeur gratuitement Ouais. parce que ça permet vraiment de pouvoir travailler sur soi, d'être en paix, aligné et c'est assez paradoxal parce que j'écoutais justement un autre épisode de podcast où, la personne disait que on n'a jamais eu autant d'outils pour être heureux et on n'a jamais eu autant de personnes en dépression, suicide et moi j'adore faire un peu ces paradoxes-là où ça m'interroge. Je me dis: «Mais en fait, Mmh. à quel moment on n'arrive pas à travailler sur soi? À quel moment avec toute la valeur qu'on a?» Et notamment le sujet, bah, des relations amoureuses, c'est un sujet qui revient quand même Mmh. très souvent. Et du coup, c'est ce que tu disais que toi, tu avais du mal, à t'attacher et cetera. Mais du coup, comment là, aujourd'hui, Mmh. tu perçois ça chez toi? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes standards? Ouais. Il y a des hommes qui nous écoutent. Ah ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. J'étais très fermée au couple et j'étais vraiment juste dans une optique de, je veux construire mon empire, je veux construire mon business, je veux construire ma stabilité, ma liberté, ma vie à moi. Je veux surtout pas me perdre dans un homme, je veux pas me confondre dans un homme, je veux pas qu'un homme définisse ma valeur, je veux pas dépendre financièrement, émotionnellement, physiquement d'un homme. Je voulais vraiment être indépendante. C'était hyper important pour moi. Le problème, c'est que je me suis beaucoup cachée derrière cette excuse de non mais ma carrière, mon empire, le travail, c'est beaucoup plus important qu'avoir une relation de couple et en fait, finalement, je me cachais. Réellement, je me cachais parce que j'avais peur d'ouvrir mon cœur, j'avais peur de faire confiance à un homme parce que je pensais que
Faire confiance, c'était forcément être détruite, détruire mon estime, ma confiance en moi, mon amour-propre et finalement, je me suis rendu compte que si j'arrivais pas à faire confiance à quelqu'un, c'est parce que je ne me faisais pas suffisamment confiance à On moi-même. est notre propre miroir. Exactement. Parce que si tu as confiance finalement, le but dans les relations, je pense que c'est pas de chercher la personne qui ne va jamais te blesser, qui ne va jamais te décevoir, qui ne va jamais te trahir, qui ne va jamais te quitter, t'abandonner, peu importe. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à un stade où même si ces choses-là, elles arrivaient, tu te ferais suffisamment confiance à toi-même pour savoir que tu vas te relever. Tu vas te relever, tu vas te reconstruire, tu vas te recréer, tu vas prendre un nouveau départ et c'est pas ça qui va te mettre à terre, c'est pas ça en tout cas qui va te garder à terre. Quand tu as cette conviction, quand tu as cette sécurité émotionnelle, parce que le problème très souvent, c'est qu'on va chercher notre sécurité émotionnelle chez quelqu'un d'autre. Mmh. Moi, je refusais catégoriquement même l'idée d'être en couple parce que j'avais associé le fait d'être en couple à si je suis en couple, ma sécurité émotionnelle, ma maison intérieure, c'est dans l'autre. Et si elle est dans l'autre, je serai tout le temps en insécurité. Mmh. J'ai beaucoup trop été en insécurité pendant mon enfance pour me remettre encore une fois dans cette situation. Donc évidemment, j'allais fuir le couple, j'allais fuir les hommes et j'étais très fuyante. Tu sais, il y a les styles d'attachement, on parle de Oui, l'évitant, l'anxieux et anxieux, puis le sécure. sécure. Moi, j'étais très évitante. J'étais OK. l'évitante par excellence. Je pouvais, parler avec des hommes et cetera et puis dès qu'ils commençaient à me montrer de l'intérêt, au revoir. Je pouvais ghoster, sans problème. C'est terrible, hein. J'ai honte d'admettre ça, mais c'est la vérité. J'ai beaucoup ghosté, j'ai beaucoup ignoré, j'ai beaucoup fui, en fait, même d'ailleurs quand, j'étais face à des hommes très bien, des hommes vraiment très bien qui auraient pu justement, hem, m'apporter, du soutien, de la sécurité, une certaine stabilité. Je fuyais et paradoxalement, avec les hommes qui pouvaient être beaucoup plus instables, là, j'étais présente. Bah, je connaissais très bien l'instabilité, tu vois? C'était ma zone de confort. On y va, t'inquiète. Et finalement, là, aujourd'hui, je suis dans une phase complètement différente où j'ai fait beaucoup de travail à l'intérieur de moi, où je me sens beaucoup plus safe avec moi-même, beaucoup plus en sécurité avec moi-même et je me fais confiance dans le sens où je sais que si je rencontre quelqu'un, bah, je pourrais pas tout contrôler. Je pourrais pas contrôler comment la personne va être ou ne pas être. Mais par contre, j'ai confiance en ma capacité à me relever si jamais il se passait quoi que ce soit. Et surtout, je pense que j'ai tellement élevé l'estime que j'ai pour moi-même et mes standards qu'aujourd'hui, quand je rencontre un homme et que je vois que cet homme n'est pas du tout aligné à mes standards, je perds pas de temps et j'arrive d'ailleurs à beaucoup mieux communiquer. Tu vois, je ghoste plus du tout Mmh. aujourd'hui. Tu vois, j'arrive à dire à un homme, écoute, ça me correspond pas, je te remercie, je te souhaite le meilleur. On n'est juste pas alignés, on n'est juste pas Ouais. compatibles. Il y a rien de personnel, tu vois? C'est juste que voilà, c'est pas compatible. Ouais, bah, ça, en vrai, je comprends, totalement, aussi. C'est marrant parce que, du coup, moi, je suis de base complètement l'opposé. C'est vrai? Donc moi, je suis anxieuse. OK. J'ai un style d'attachement anxieuse et pour le coup, complètement opposé aussi. Moi, j'ai toujours été dans la recherche d'être en couple Ouais. pour combler, en fait, quelque chose. Donc toi, tu étais dans la fuite, moi, j'étais dans le comblement parce Mmh. que je me connaissais pas moi-même, j'avais un truc ouais, à combler en moi, un vide intérieur que je ne supportais pas, je pense. Et du coup, bah, c'est un travail, je pense, qui dure toute une vie. En vrai, on va pas se mentir, Totalement, parce qu'on bien sûr. grandit, on évolue, le monde évolue, les femmes évoluent, les hommes évoluent, etc. Et c'est vrai qu'en fait, bah, l'objectif, je pense, pour tout le monde, c'est de passer d'évitant anxieux à sécure. Ah oui, Et je connais des femmes sécures, c'est exceptionnel. c'est incroyable. C'est Je exceptionnel d'être pense que c'est sécure. ouais. Vraiment, c'est pour moi, c'est le goal, là, sur cette, fin d'année. Ouais. Et je conseille à tout le monde d'ailleurs, toutes les femmes, même tous les hommes, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les personnes qui n'ont jamais vécu seules, Mmh. mais vraiment littéralement seules, c'est-à-dire célibataire, seule dans ton appartement, 100 responsable, que tu dois tout payer tout seul, tu n'as pas d'aide et cetera, littéralement seule. En fait, tant que tu as pas vécu ça, je considère que c'est quasiment impossible de déterminer ta valeur. Et si tu détermines pas ta valeur, Mmh. parce qu'en fait, sinon, tu es toujours avec quelqu'un, tu es toujours, tu sais, à confronter ce que tu vas dire, à vouloir faire valider par la personne ce que tu dis, tes pensées, tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu fais valider par quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu as aucune notion de ta propre valeur. Mmh. Et la valeur est aussi corrélée à l'estime. Et
ça fait répéter des schémas où effectivement, quand il y a une séparation, une clôture, que ça soit une relation amoureuse, relation amicale, relation de travail, tu peux avoir cette sensation que ton monde s'écroule. Mmh. Mais vraiment, littéralement. Et je trouve que c'est important d'arriver à faire ce switch-là. Et c'est pas facile. Mais quand mon ex m'a quittée, la première pensée que j'ai eue, c'est mon monde s'écroule. Mmh. J'ai appelé mes amis, j'ai dit mon monde vient de s'écrouler. Je n'ai plus de monde. Je n'ai plus rien. Mmh. Et très rapidement, je me suis dit wow, non, tu n'es plus cette Marion. Tu n'as plus peur d'être seule. Tu n'as plus besoin de combler quoi que ce soit. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Et c'est un chemin qui prend du temps, hein. Bien sûr. Quand on est jeune, adolescent, c'est quasiment impossible de réfléchir comme ça. Mmh. Mais je trouve que ouais, l'objectif, au final, sur ces styles d'attachement, le côté sécure est super important et c'est ce que tu as dit. Tu as Ouais. dit: «Je me suis sentie en sécurité» Mmh. et le fait que tu te sentes en sécurité avec toi-même, que tu aies ta propre safe place, Mmh. en fait, tu peux rencontrer n'importe qui et lui dire aisément: «Écoute, ça va pas le faire». Comme tu peux aussi rencontrer quelqu'un où c'est un match tout de suite et ne plus jouer à ce jeu. Juste faire un truc simple, tu sais? Mmh, ça, c'est un OK, bon point. On n'en parle pas assez de ouais. ça. On parle pas assez de ce point-là, tu vois. On parle beaucoup de il faut que tu sois clair sur tes standards. Et si quelqu'un ne correspond pas à tes standards, au revoir. Mais on parle pas assez de ce que tu viens de dire, qui est que si tu rencontres quelqu'un qui correspond à ce que tu recherches, arrête de jouer, arrête de créer de l'anxiété pour rien finalement, parce que tu penses que il faut jouer à l'inaccessible, celui qui est indisponible, parce que c'est comme ça que l'autre va te suivre ou te poursuivre en fait. T'as complètement raison. Ouais, je trouve que c'est et aujourd'hui, c'est compliqué avec, les applications et cetera. Voilà, on en avait déjà discuté un peu en off. Moi, tu sais que je suis complètement anti application de rencontre et Ouais. après tout ce qui est en lien avec ça, parce que je trouve que ça crée de l'hypersexualisation, surtout de la femme. Voilà et après j'ai pu échanger avec des hommes et j'ai quand même conscience et j'ai pris conscience que oui, malheureusement, c'est vrai que c'est quand même plus difficile pour un homme aujourd'hui de rencontrer une femme et de convenir à ses standards à elle, alors que pour nous, voilà, on en a parlé aussi, quand j'ai annoncé ma rupture sur les réseaux. J'ai reçu mais des centaines de messages sur Instagram de mecs qui m'invitaient à boire des cafés à Paris, à Bali, à Cape Town, et cetera et ça, un homme, j'en ai parlé avec pas mal d'hommes, bah, même Oui. s'il en a, il en aura dans tous les cas beaucoup moins Mm. C'est et vrai. ça m'intéresse d'avoir ton avis sur, bah, justement les applications, ce que ça crée aujourd'hui dans les relations. Mm. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Comment tu as cette vision-là? Comment est-ce que toi tu te projettes de rencontrer quelqu'un? Parce que du coup, tu es aussi célibataire. Ouais. Bah, pour moi, les applications, elles sont pas mauvaises dans le sens où pour moi, ce qui compte, c'est pas forcément les applications, mais c'est comment tu les utilises. Et je pense que le problème, c'est comment on les utilise. On surconsomme dans les applications. Tu vois, là, il y a quelques temps, j'avais matché avec un homme. On avait échangé quelques messages. Et, euh, et puis, on s'était plus reparlé pendant des semaines. Et puis, il y a une semaine, il m'envoie un message et tout. Il me dit, mais ah, je me rends compte qu'on s'est pas vu et tout. Et je lui dis, écoute, t'inquiète pas, moi, je suis pire que toi, j'ai tellement de messages en attente, bref. Et je lui dis, mais on est tous les deux très occupés, il n'y a pas de problème et tout. Et il me dit, mais tu sais, je pense que le problème, c'est qu'on a trop de choix. On a trop de choix, on est trop. Les applications, c'est vraiment ça le problème. C'est l'illusion du choix. C'est que tu as tellement de personnes sur les applications. Il y a tellement de personnes avec qui tu peux matcher. Surtout quand tu es une femme, mais j'imagine aussi quand tu es un homme, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas parler 2 secondes avec quelqu'un, tu vas pas vraiment approfondir le truc, puis tu vas parler avec une autre personne en même temps. Ah, tu vas pas: «Ah, on se voit quand? Ah, ça va? T'as passé un bon week-end? Ah, ah oui, j'ai vu ta photo, machin», puis blabla, puis là, t'as 5, 6, 10, 15 conversations en même temps. En fait, comment est-ce que tu choisis finalement? C'est q Enfin, je veux dire, c'est ça le problème, c'est que tu as une sorte de paralysie du choix de: «Mais parmi toutes ces personnes avec qui je parle, avec laquelle est-ce que je vais aller prendre un café?» Tu vois? Comment est-ce que je vais choisir? Et surtout, je pense pour des personnes comme nous, on est très occupés, on valorise beaucoup notre temps, on n'a pas envie de faire des dates tous C'est ce les qu'on a jours, de plus précieux. complètement, c'est ce Ouais. qu'on a de plus précieux. Et finalement, on a envie de s'éviter de perdre du temps. Moi, en tout cas, je considère que c'est un bon date à partir du moment où j'ai une conversation intéressante avec la personne. Même si on se revoit plus, même si j'ai un bon échange avec toi, le date est réussi, ça a été bénéfique, enrichissant pour moi et certainement pour toi. Mais quand c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Donc, moi, je suis pas contre les applis. J'ai vraiment pas de problème avec les applis. Par contre, je pense que j'ai un problème avec la manière dont on les utilise. La consommation, Et ouais. idéalement, j'aimerais pouvoir rencontrer mon partenaire dans la vraie vie, bien sûr. C'est l'idéal. Ce serait trop bien. Je sais pas si, je te l'ai dit ou pas, mais mon ex, je l'avais rencontré sur Instagram. Oui, tu m'avais dit. Je t'avais dit Ouais.
Et en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est une fois que tu es séparé que tu repenses à plein de choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est pour rejoindre ce que tu viens de dire. En fait, je me suis rendu compte que ça soit application, Instagram, enfin bref, à travers un écran de téléphone, en fait, il y a des choses qui pour moi sont hyper importantes et je m'en suis vraiment rendu compte là récemment. Mmh. Mais en fait, il y a des choses qu'un homme va dégager en vrai, qui va pas dégager sur les applications Mmh. et inversement. Tu as des hommes qui vont être waouh à travers leur écran, beaucoup d'hommes qui veulent absolument se sentir 100 dans leur énergie masculine et qui comprennent pas qu'il faut qu'ils aient aussi une part d'énergie féminine à un moment donné et tout ça, l'odeur, tu sais, le regard, la gestuelle, tout ça, en fait, je me rends compte que c'est hyper important. Hyper, hyper important 100. et ça, tu ne l'as jamais sur les applications et je pense que dans tous les cas, bah, je serais forcément déçue. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense pas que tu seras forcément déçu. Je pense que tu peux avoir des belles surprises avec, les rencontres, virtuelles, en fait. Je Mmh. pense que tu peux avoir des très, très, très belles surprises et finalement, tu vois, si on prend les choses telles qu'elles sont, il y a beaucoup de gens qui disent, Insta versus la réalité, les applis versus la vraie vie. En réalité, les gens qui sont sur des applis, c'est des vrais humains. Les gens qui sont sur Instagram, c'est des personnes comme toi et moi. Mmh. On est des humains. Donc, pour moi, c'est juste une question d'énergie. Finalement, tu vas matcher avec quelqu'un, tu vas discuter avec quelqu'un sur Instagram. Moi, j'ai une de mes amies qui est en couple avec son partenaire. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble et ils se sont rencontrés sur Instagram. Mmh. Et en fait, je pense que c'est pas forcément une question de virtuel ou pas virtuel parce que finalement, ça reste des vrais humains. Donc je pense que c'est toujours moi je trouve que c'est plus romantique, c'est plus cool de se dire que tu as rencontré et puis même quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu as la personne en face de toi, tu sens son énergie comme tu dis. Il y a plein de choses qui sont déjà là, donc tu pas cette appréhension de: «Est-ce que je vais être déçue? Est-ce que ça va être moins Tu bien? pas Est-ce que» d'attente, tu pas d'attente, c'est tout est là. Après tout est là, mais tu as encore tout à découvrir aussi, bien sûr. tu vois? Et Mais je le pense que côté attente, je trouve que c'est enfin, on en parle très souvent et je t'en ai déjà parlé plein de fois, mmh, que ce côté d'attente, moi, je suis en train de complètement l'enlever de ma vie. J'ai envie d'avoir plus aucune attente, sauf envers moi-même, entre guillemets. Après, bien sûr, quand tu crées des relations, on a un peu toutes des attentes, un minimum. pour moi, il y a une différence entre, attente et standard. Ouais. Tes standards, c'est, on va dire, le niveau d'exigence et de principe que tu as dans une relation. C'est-à-dire que, bah, mon standard dans notre relation, c'est qu'on se respecte. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer le respect? On n'ose pas le ton, l'une envers l'autre. On se dit les choses que s'il y a quelque chose qui te déplaît ou qui me déplaît, je vais te le dire. Mmh. Ça, pour moi, c'est un respect que j'ai envers toi et que tu peux avoir envers moi. Pour moi, il y a une différence entre attente et standard. Les attentes, elles nous font souffrir parce que très souvent, on va avoir besoin que l'autre agisse de la manière qu'on considère être juste pour nous, mais qui n'est peut-être pas juste pour l'autre. Les attentes, elles nous font souffrir parce qu'elles nous mettent dans une posture où on attend quelque chose. Mmh. Là où tes standards, c'est quelque chose qui, normalement, dans tes relations proches, en tout cas, doivent être respectés. Oui, T'as rien à attendre, tu vois. Moi, j'attends pas que tu me respectes. Je sais que tu me oui. respectes. T'attends pas que je te respecte. Tu sais que je te respecte. Les attentes, c'est il y a quelque chose dont on a besoin, c'est presque comme si on était un peu en apnée jusqu'à ce que l'autre nous donne Mmh. quelque chose et là, ouf, OK, c'est bon, je peux respirer. Là où en fait des standards, c'est juste quelque chose de complètement naturel, tu vois? Ah, c'est, une belle leçon, j'avais jamais vu ça comme ça. Bah, tu sais que je suis en train Ouais, de travailler le sujet des standards aussi parce que je ouais. n'en avais pas jusqu'à Mmh. présent. Parce que comme ce que je t'ai expliqué, c'est qu'au final, je me suis rendu compte que toute ma vie, on m'avait choisi, Mmh. que ça soit, amitié, amoureuse, même travail finalement. C'est les gens qui te choisissent et moi, j'avais jamais choisi personne et quand j'ai voulu retravailler mon environnement et cetera, là, j'ai commencé à choisir en tout cas mon cercle familial et amical et là, du coup, je vais l'appliquer aussi dans mes relations amoureuses parce qu'on m'a toujours choisi, je n'ai jamais choisi la personne et du coup, cet apprentissage de standard rentre en jeu et c'est la chose dont je te disais de déconstruire, reconstruire et en fait, j'ai d'abord besoin de déconstruire mes attentes, Mmh. de me dire que en fait, il faut que j'aie d'attentes envers personne sauf envers moi-même Mmh. et construire après mes standards en mode: «OK, du coup, maintenant, c'est quoi mes standards? Maintenant que je n'attends rien, c'est quoi mes standards?» Mais c'est quoi tes par exemple, donne-moi un exemple de d'attente que tu peux avoir en couple, par exemple? Let's go, vas-y. Hem,
Mais du coup, maintenant qu'on vient d'avoir ce sujet, c'est un peu biaisé parce que du coup, je me rends compte que c'est des standards. Ouais, tu vois? C'est des standards. Mais par exemple, l'attente que j'ai, c'est que, mon mec se rappelle de notre date de notre rencontre et que j'ai un geste de sa part, un mot tendre ce jour-là, par exemple, tu vois? Ça, c'est une attente. Et s'il le fait pas, ça va me piquer. Je vais me dire: «Ah, il a oublié le jour. Ah, il y pense pas, il s'en fout». Mmh. Enfin, tu vois? Bah, ça, c'est une attente plus qu'un standard. OK. Bah, regarde, pourquoi est-ce que tu veux ça? Pour, me donner de l'importance dans la relation. OK, donc ton standard, c'est que ton partenaire te fasse te sentir importante dans la relation. Et tes attentes, c'est la forme à travers laquelle il va le faire. Et c'est là où il peut y avoir de la rigidité, tu vois? Et OK. c'est cette rigidité qui nous fait souffrir dans nos relations. Si par exemple, moi j'ai comme standard que mon partenaire me respecte, mais pour moi, qu'il me respecte selon mes attentes, c'est que bah, si jamais il y a une femme dans une réunion de travail, il faut qu'il me le dise, par respect. Ça, c'est Mmh. mes attentes. Mmh. C'est complètement subjectif. Mmh. Il y a absolument rien d'objectif là-dedans, mais pour moi, selon mes attentes, c'est comme ça qu'il me respecte, sous cette forme-là. Bon, c'est pas vrai, hein, j'ai inventé un truc, hein, mais c'est juste pour te dire que la différence entre standard et attente, elle est aussi dans la forme à travers laquelle ton standard va être respecté. Donc par exemple, tu as envie de te sentir aimé par ton partenaire, mais lui, il va t'aimer d'une certaine manière. Il va avoir Mmh. son langage de l'amour. Ouais. Peut-être que ça va pas être de se rappeler de votre date de rencontre, mais peut-être que ça va être de se rappeler que bah, le vendredi, le 2 novembre, tu as ton lancement et ah là, il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour elle parce que c'est un moment important pour elle. Donc, il va peut-être te montrer son amour sous une forme qui lui est propre, tu vois. Mais finalement, il respecte quand même ton standard. Oui, Juste pas sous la forme, mais je peut-être. suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est vraiment enfin, du coup, c'est la preuve par A plus B que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment que je travaille, Ouais. de différencier ça et cetera. Mais c'est vrai qu'après, il y a le côté peut-être aussi émotionnel Mmh. à travailler derrière. On en parlait, la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle et des fois, c'est des petites choses qui, justement, à l'inverse, vont énormément me toucher. Comme par exemple, tu viens de te rappeler de la date de mon lancement, bah, ça me touche que tu t'en Mmh. rappelles parce que c tu sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, Bien sûr, où j'y consacre beaucoup de temps et c'est une forme de love language dans l'amitié aussi, ça existe bien sûr complètement, complètement, et je complètement. trouve que c'est hyper intéressant cette vision, attente, standard. Il y a aussi le côté très contrôlant, Mmh. et ça, ce que tu disais, en étant l'aîné, en devant montrer l'exemple, on a tendance à plus développer ce côté contrôlant, que, bah, je travaille aussi énormément parce que j'ai plus envie de contrôler, Mmh. personne Et et ça te fait souffrir, ça c'est épuisant. ouais, c'est ouais, bah, en fait, à chaque fois, on revient au côté énergétique Mmh. et finalement, pendant très longtemps sur cette chaîne de podcast, j'ai parlé de mes 3 piliers les plus importants, donc mon temps, mon argent et mon énergie et au final, je me rends compte qu'au début de cette chaîne, je parlais tout le temps de mon temps, que le temps, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment que je remplisse, mais vraiment de façon il fallait que chaque minute de mon temps soit un investissement, Mmh. par exemple, que chaque argent que je dépense, ça soit un investissement et en fait, l'énergie, je l'ai toujours un peu laissée, tu sais, en dernier quoi, en mode: «Bon, Mmh. bah, l'énergie, on verra» et au final, je me rends compte maintenant que je suis complètement dans le schéma opposé. En fait, je me rends compte que si je suis dans l'énergie que j'ai envie d'avoir, donc toujours cette balance, énergie masculine, féminine, tout ça, en fait, ça va tellement m'apaiser, je vais tellement être dans une situation de calme, de lâcher prise, pas d'attente, pas de contrôle, stoïcisme, t'en parles beaucoup aussi sur ta Mmh. chaîne de podcast, que ça va m'amener à être OK avec comment je dépense mon temps et comment je dépense mon argent. Mmh. Complètement. Et d'ailleurs, la manière dont tu investis ton temps et ton argent, elle doit, à mon avis, aussi être, reliée à ton énergie. Mm. Tu vois? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nourrit ton énergie? Versus qu'est-ce qui draine ton énergie? Qu'est-ce qui épuise ton énergie? Ce qu'elle, disait cette américaine dans le podcast que j'écoutais ce matin sur ça justement, c'est que si tu veux savoir, ce dans quoi tu es bon, regarde ce qui te donne de l'énergie. Mm. Si tu veux savoir ce dans quoi tu es fort, dans quoi tu es compétent, regarde ce qui te donne de l'énergie versus ce qui te prend de l'énergie. Quand une tâche te prend de l'énergie, ou en tout cas t'en prends beaucoup, c'est que t'es peut-être pas le meilleur dans ce truc-là. Attention, je parle pas de Mm. quand tu commences quelque chose. Quand tu commences quelque chose, ça te prendra toujours une énergie folle. Mais si ça te donne aussi de l'énergie pendant que tu le fais, Mm. c'est que c'est un très bon indicateur. Euh, Par exemple, je sais que moi, tout ce qui est administratif, tout ce qui est
Ouais, tout ce qui est administratif, d'organisation, et cetera, ça me prend beaucoup d'énergie, tu vois? Beaucoup, je déteste ça. Et moi, j'adore Oh, ça. je sais, tu trop forte dans ça, je sais pas comment tu fais, mais vraiment moi ça me ouf, je suis sûre que je vais être épuisée, Oui, ça va te drainer, quoi, ça va ça va te me vider. drainer. Tu sais que derrière, il faut que tu prévois pas grand-chose parce que tu auras moins d'énergie et Exactement. je vois Ouais, très bien. c'est ça. Je vois très bien, très bien et ça marche aussi avec les personnes. Ah, mais à 1000%, c'est vrai. Si tu passes du temps avec quelqu'un et que derrière cette personne a aspiré ton âme, ne la vois plus, voilà, c'est aussi simple que ça. Si elle a aspiré ton âme, que tu sors de cette interaction et que tu dois dormir, prendre de l'aspirine et te reposer, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Ouais Non. et du coup, toi, dans tes clientes, parce que du coup, tu es mentor sur tout un tas de sujets, tu dirais qu'il y a un âge où on arrive à capter ce truc de: «OK, je me connais, je suis en Mmh. sécurité, j'ai mes standards». Tu dirais qu'il y a un moment Ah, c'est intéressant comme où question. tu vois? Bah, je vais te dire, moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas une question d'âge, c'est une question de niveau de conscience. Mmh, À quel point est-ce que tu es conscient? Si tu peux avoir 20 ans ou 25 ans ou peu importe et être à un niveau de conscience tellement élevé. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ton niveau de conscience. À quel point est-ce que tu es connecté à ton corps, aux signaux que ton corps t'envoie mmh, et à cette source de vérité, parce que notre corps, il nous parle en permanence. mmh, Sauf on a pris l'habitude de pas l'écouter. Notre intuition nous parle, notre corps nous parle, on a vraiment des messages, on reçoit on peut canaliser plein de choses avec notre corps, mais le problème, c'est que on l'écoute pas et ça en vient à mon deuxième point, c'est est-ce que tu as le courage, parce que c'est une question de courage, de l'écouter? mmh, Souvent, tu sais quand quelque chose est juste ou non pour toi, quand une relation amoureuse est juste, quand un projet est juste, quand une opportunité est vraiment la bonne, quand tu dois faire quelque chose ou ne pas le faire, quand tu dois accepter l'invitation de machin ou ne pas l'accepter. Le problème, c'est que tu vas pas t'écouter. Tu vas écouter ton mental. Ton mmh. mental va intellectualiser, raisonner, justifier pourquoi est-ce que tu devrais faire quelque chose que ton corps te dit de ne pas faire. Et je pense pas que ce soit une question d'âge. Par contre, je pense que l'âge t'amène en fait, l'avantage de prendre de l'âge, ça rime, c'est que finalement, avec les années, la vie te ramène à ta vérité, Mmh. sans cesse, sans cesse. Tu vas te prendre des murs. Tu sais, il y a cette, citation qui te dit, «L'univers va d'abord commencer par te murmurer quelque chose à l'oreille et puis d'un coup, tu vas avoir un ouragan» parce qu'à force de pas l'écouter, en fait, ça va être, Mmh. et je pense que l'âge permet cette chose-là. Ça te permet d'avoir tellement de confrontations avec la vie, où la vie te ramène sans cesse. C'est incroyable à quel point c'est fascinant. Je peux te dire, avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées, et à chaque fois que je parle à quelqu'un, il y a ce truc-là qui revient de quand je ne m'écoute pas, je le regrette toujours. Ouais. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui, à un jeune âge, ont le courage de s'écouter. Il y en a certains qui ont la conscience, Mmh. mais le courage de s'écouter, c'est pas pareil parce que, surtout quand tu es jeune, l'opinion des autres compte beaucoup pour toi. Quand tu es dans ta vingtaine, tu veux plaire à ta famille, à ta communauté, à ton environnement, à ton partenaire, à ton oncle, à ta tante. Tu veux vraiment être bien vu par les gens et donc tu vas sans cesse court-circuiter cette voix interne qui te dit qu'est-ce qui est juste parce que tu veux, encore une fois, rentrer dans le moule et Dans être un moule, accepté. ouais. Tu veux être Mmh. accepté. On veut tous être acceptés. Bah, on est des êtres, sociaux, on l'entend, beaucoup, on a besoin d'appartenir à un groupe Ouais. de toute façon et je crois que, bah, la cause malheureusement, des plus grands suicides sur cette planète, c'est la solitude. Mm. On entend beaucoup, voilà, au Japon, des pays où c'est très difficile de se sociabiliser, d'avoir des vraies conversations profondes. Parce que surtout, oh mon Dieu, faut pas que je parle trop profondément, faut pas que je me dévoile trop, faut pas que je sois trop vulnérable, et cetera, et cetera. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, les réseaux sociaux Mm. permettent de rencontrer des gens très facilement, mais je trouve qu'ils contribuent aussi à très vite s'isoler et à très vite se retrouver seul, parce que c'est tellement plus facile de parler derrière un téléphone, à un ordinateur, que dans la vraie vie. Et d'ailleurs, ça, on le disait souvent, à un moment donné, il y avait quand même beaucoup de haters. Bon, alors maintenant, ils sont condamnés, donc il y en a beaucoup moins. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup de haters et les gens disaient: «Viens me le dire en face. Est-ce que ce que tu viens de me dire là, sur mon post ou sur ma story, est-ce que tu viens de me le dire en face? Absolument pas». Et c'est là où du coup, à chaque fois, ça peut trigger beaucoup de choses, en Mm. vrai. Donc il faut vraiment faire attention à sa santé mentale Mm. Totalement. et ça, je trouve que, pareil, les gens ne conscientisent pas ce que c'est que la santé mentale. Mm.
Ouais, c'est tellement capital. C'est ce qu'il y a de plus Mmh. important, ta santé physique et ta santé mentale, c'est il y a cette phrase que j'adore et qui dit, «Si ça te coûte ta santé mentale, ça te coûte trop cher, en fait. Ouais, c'est C'est trop cher. beaucoup trop cher. Tout ce qui te coûte ta santé, c'est trop cher». Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions et se dire: «Mais est-ce que cette décision que je suis en train de prendre, est-ce que cette opportunité que je crois» parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des jobs qu'ils détestent parce que ils ont besoin justement de cette validation sociale, de Mmh. ce statut social, de cette reconnaissance. Il y a des gens qui restent en couple parce que, bah, ils ont un certain confort, des habitudes, une familiarité avec leur partenaire et finalement, ça leur coûte ce qu'ils ont de plus précieux, qui est finalement leur santé. Là où quand tu te poses vraiment cette question de à partir du moment où ça commence à impacter ma santé, d'ailleurs, je pense que ça, c'est un bon framework à utiliser pour n'importe quelle Mmh. décision à prendre, que ce soit dans ton travail, dans tes relations personnelles, dans ton couple, dans tes amitiés. Si ça commence à impacter ta santé, que ce soit ta santé mentale ou ta santé physique, c'est trop cher. Au revoir. Il Mmh faut mh. arrêter. En fait, il faut pas avoir peur de quitter. Quitter, c'est quelque chose dont on parle pas assez, mais l'art de quitter, c'est une des compétences les plus fondamentales à maîtriser quand tu veux vraiment construire une vie où tu te sens aligné, une vie qui te nourrit, qui t'épanouit. Vraiment apprendre à maîtriser cet art de savoir quand quitter la table. Mmh. C'est absolument fondamental et ça fait toute la différence de mon point de vue. Je suis entièrement d'accord. Mm. Vraiment, c'est un sujet, ça pourrait faire un sujet de podcast à lui tout seul, l'art de quitter Ouais, et pas forcément, que dans une rupture amoureuse encore une fois, et c'est pas forcément quitter brutalement et mettre une rupture, mais juste des fois quitter la pièce, quitter cette réunion, quitter cette conversation, enfin, complètement, voilà, juste savoir partir pour sa santé mentale. complètement, ouais, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on est, amis. Et il y a des choses quand même sur lesquelles on est diamétralement opposés. C'est assez marrant parce que du coup, tu parlais de, ta passion pour le shopping, que voilà, tu aimais beaucoup acheter, ce qui par exemple, moi, est complètement sorti de ma vie. C'est vrai. Ah moi, c'est complètement sorti de ma vie. Mm. Mais le tour du monde m'a énormément aidée. 2 Mm. ans avec la même valise, Mm. tu vois? J'ai acheté quelques trucs, mais j'ai même pas ramené vraiment des souvenirs, enfin, Mmh. donc je pense que ça aide. J'invite tout le monde à voyager très Allez-y, hein. longtemps. C'est un budget aussi, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus enrichissant, ça je peux vous dire, C'est un que budget d'acheter qui des va ouais. créer des souvenirs, ouais. Ah oui, Mais, mais c'est vrai que du coup, bah, on a toutes et tous des vices et c'est quelque chose aussi avec lequel je trouve qu'il faut dealer, complètement, tu ouais. vois? Du coup, je sais pas toi un peu, C'est intéressant parce qu'on m'a souvent posé cette question, «Mais c'est quoi tes vices? Tu bois pas d'alcool, tu fumes pas, tu sors pas en soirée, c'est quoi? Tu prends pas de drogue, machin?» et en fait, j'ai jamais vraiment eu ce vice-là de l'alcool ou j'ai jamais été, addict à certaines substances comme ça. Par contre, j'ai eu certains moments dans ma vie où j'allais, me réfugier dans la nourriture, par exemple. Tu vois, OK. l'année dernière, je t'ai dit, j'ai pris 10 kilos. Je me Ah ouais. réfugiais vachement dans la nourriture. Hem, Aujourd'hui, je dirais que le plus gros problème que j'ai, et je parle en toute transparence, c'est que j'adore acheter des choses. J'adore le shopping, j'adore m'acheter des vêtements, j'adore, m'acheter des belles choses. En fait, si je pouvais honnêtement, c'est terrible, hein, ce que je dis, hein. Mais parfois, je me dis, ouais, un beau budget, tu vois? Je passe ma journée à faire du shopping. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'adore ça et en même temps, ça me gonfle très vite. C'est ça qui est bizarre, tu vois? C'est que sur le moment, j'ai cette excitation de: «Ouais, ah, ce vêtement, ce truc et tout». Puis d'un coup, je suis en mode: «Ah, je peux plus, non, la consommation, surconsommation, c'est terrible et tout». Et en fait, c'est très bizarre parce que j'ai vraiment ces 2 aspects de moi qui sont en totale contradiction, où il y a une part de moi qui a envie d'avoir plein de belles choses. J'adore le luxe, j'adore les beaux vêtements, j'adore les beaux accessoires. Et une autre part de moi qui est complètement détachée et qui limite repousse cet aspect-là. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais j'ai vraiment ces deux côtés-là. Alors moi, je trouve, mais je peux complètement me tromper, qu'en fait, il y a 2 choses. En fait, Ouais. il y a l'action du faire du shopping où au début, tu es excitée, puis en fait, ça te passe très vite et c'est complètement normal. Je déteste faire ça, par exemple, typiquement. Mm. Ça, c'est l'action de faire du shopping. C'est l'action qui va créer de la dopamine en toi, qui va te dire: «OK, OK, 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 OK». Mais après, tu as enfin, pas l'opposé, mais tu as l'autre versant qui est que tu aimes posséder des choses.
Bah, tu vois, je crois que j'aime pas posséder des choses. Voilà, c'est C'est ça ça qui est qui est intéressant. intéressant. Je déteste même posséder des choses. Moi, j'ai D'accord. un truc où vraiment ça me rend malade de voir mon appart rempli de choses, par exemple. J'ai besoin d'épurer tout le temps. Je déteste être encombrée, tu vois. Par contre, je pense que ce que je trouve stimulant, excitant dans le shopping, c'est cet aspect de se recréer un peu, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, le Mmh. shopping, c'est pas juste acheter un vêtement. C'est OK. acheter une nouvelle version de moi-même. Tu vois, OK. quand je vais chez Zara et que je m'achète un vêtement ou que je vais, ou je sais pas, je contemple de m'acheter un sac ou quand je m'achète du maquillage ou des choses comme ça ou un bijou, c'est pas juste, ah, je prends en possession quelque chose de nouveau parce que limite cet aspect-là, il me saoule. C'est plus le côté où, à travers cet objet, à travers ce vêtement, j'incarne et j'ancre une nouvelle facette de ma personnalité, où je vais montrer quelque chose de différent chez moi. Et puis bon, après, quand tu es sur les réseaux, évidemment, ton image, ça commence à jouer. Tu Mmh. vois, quand tu te montres autant en vidéo, tu as envie d'avoir une certaine image, de voir quelque chose qui te plaît et qui te correspond, tu vois, qui est aligné avec ce que tu vois de toi. Et je pense que c'est ça qui me plaît, tu vois, quand j'achète des choses. C'est ce truc-là de c'est comme un nouveau départ que je prends avec Mmh. ces objets-là, en fait, tu vois? Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui a été, je crois, pas mal testé, tu vois, un peu comme un effet, comme un ancrage, en fait. Un vêtement, ça peut être un ancrage, un bijou, ça peut être un ancrage. Hem, Tu vois, c'est tout simple, mais je me rappelle que ma mère m'avait offert un portefeuille il y a quelques années, hem pour Noël. Tu vois, j'avais un portefeuille terrible qui était complètement déchiré et tout. Elle m'avait offert un beau portefeuille et et quand elle m'a offert ce portefeuille, j'ai vraiment posé une intention dessus. Je me suis concentrée, j'ai fait une prière, j'ai même affirmé à voix haute devant ma mère: Je vais gagner beaucoup d'argent avec ce portefeuille. Je gagnerai beaucoup d'argent en ayant ce portefeuille». Et tu vois, c'est comme si dans mon esprit, j'avais ancré quelque chose, j'avais affirmé quelque chose de c'est comme une nouvelle identité. Pour moi, Mmh. les vêtements, les accessoires, ces choses-là, ça peut être des outils de développement personnel si tu les utilises bien, si tu les ancres bien et que tu te dis: «Bah, OK, là, je vais peut-être investir un peu plus d'argent, je sais pas, je voudrais me m'offrir un porte-carte de chez Chanel ou de chez Yves Saint Laurent et c'est un bel objet, il me plaît, j'aime beaucoup l'avoir et cetera». Bah, avec ce truc-là, j'ancre une nouvelle identité. C'est Mmh. pas juste un truc que j'accumule en plus et Ouais, c'est cool. Non, c'est une nouvelle identité, c'est ça une a du nouvelle sens. Mariam. Exactement. C'est maintenant à partir du moment quand je porte ce truc-là, je me mets dans la peau de la Mmh. Mariam leader qui a un business qui tourne Ouais. bien. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça finalement que je trouve excitant plutôt que le Et truc je de comprends, ouais. avoir de plus en plus de Je choses. comprends parce que, alors du coup, moi, je te dis que j'étais pas du tout matérialiste Ouais. et je considère que je ne le suis pas parce que j'achète vraiment rien. Mais je considère que quand je passe certains paliers de ma vie ou des choses comme ça me permet de me rapprocher de la femme que j'ai envie d'incarner, de la femme que j'ai envie d'être, mais ça Mmh. demande d'y aller étape par étape. Par exemple, moi, je suis très contre l'idée fake it until make it. Ça, c'est un Mmh. truc qui me parle pas du tout. Ah intéressant. Ah, moi, je peux pas. Je peux pas me mentir à moi-même. Je peux pas me dire, je suis cette femme millionnaire qui vit entre Mmh. Dubaï et Los Angeles, qui a son jet, son mari, ses 3 enfants, son chien, et qui vit de revenus passifs à hauteur de 1 2 millions par mois. Non, en fait, je ne peux pas me dire ça. Pour moi, c'est pas ça qui va me faire atteindre ça. Déjà parce que je suis même pas sûre d'avoir envie de ça, parce que je trouve que ta vision, elle évolue. Tu vois, il y a, bah, quand on s'est rencontrés, je crois que je te l'avais dit. Je t'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'être millionnaire à 40 ans. Mmh. Donc, ça veut dire atteindre le million sur mon compte en banque à 40 ans. En 1 an, j'ai déjà changé ma version, tu vois. Là, Mmh. aujourd'hui, je veux plus être millionnaire à 40 ans. Ce que je veux, c'est pouvoir gagner 10 20 K par mois sans rien faire, entre guillemets, ou en tout cas que tout soit automatisé dans mes process, etc. Et à 10 20 K toute seule, je suis déjà très bien pour vivre, tu vois. Mmh. Donc en fait, on évolue aussi. Et du coup, je trouve que le truc aussi de je me mens moi-même peut te mettre dans une posture où finalement, après, tu sais, tu vas rester focus là-dessus et tu vas avoir du mal à reprendre du recul, à te remettre en question. Mmh. Mais par contre, je suis entièrement d'accord que, quand je me suis offert mon sac Chanel, c'était pour mes 30 ans, c'était mon émancipation, je partais faire le tour du monde et c'était mon cadeau que je me suis donné à moi-même de me dire: «Bah, voilà, là, tu investis en toi, tu pars faire le tour du monde» et après pendant tout mon tour du monde, je me suis rien acheté et je l'ai très, très, très bien vécu Mmh. et voilà et là, pour mon lancement de novembre, je me suis dit: «Si j'atteins ce chiffre-là, je me ferai certainement un beau bijou, ou encore un autre sac», je sais pas, mais tu vois, que ça ait du sens et juste que ça appuie
Mmh. la femme que je veux incarner. Mais pour moi, j'ai vu tellement de femmes avec tout ce qu'elles voulaient. Mais en fait, elles dégageaient rien. Mmh. Tu vois, c'était creux, c'était vide. Ça Mmh. n'avait même pas de sens. Ouais. Tu vois. Et voilà, après, on a tous des parcours différents, etc. Nous, on travaille vraiment aussi pour Mmh. tout ce qu'on a. Euh, C'est vrai, mais je mm, veux juste revenir sur le point que tu as dit parce que je trouve ça hyper intéressant. Le fake it till you make it. mm, Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est complètement inutile de se mentir à soi-même. De se mentir dans le sens, se mentir sur sa réalité actuelle. mm. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont là en mode non, 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 je suis à découvert. Non, je suis pas à découvert, tout va bien, ça va. Non, non, t'es à découvert. Mets-toi face à la réalité que tu es à découvert, que là, aujourd'hui, ça ne va pas financièrement. Ressens cet inconfort, laisse-le te traverser. Parce que si tu laisses pas cet inconfort te traverser, tu vas pas te mettre en mouvement, tu vas pas te mettre en Mm. action. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que pour moi, que ce soit dans le business ou mais surtout, on va dire dans le business, parce que c'est vraiment intéressant dans l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi un jeu d'acteurs. Qu'est-ce Mhm. que j'entends par là? Quand tu commences à entreprendre et que tu lances ton business, tu n'es pas cette version de toi, cette femme leader qui a confiance en elle, qui sait négocier, qui sait vendre, qui sait marketer ses services, ses produits, qui a de l'audace, qui a du charisme, qui a une présence. Tu n'es pas ça. T'es une petite fille un peu qui se cherche et qui sait pas trop où elle est quand tu commences. C'est comme ça qu'on commence. Donc finalement, pourquoi je parle de jeu d'acteur? Parce que le but, c'est de jouer le rôle de la personne que tu veux incarner, que tu veux devenir. Quand tu fais tes premières ventes, quand tu fais tes premières stories, quand tu fais tes premières vidéos, il va falloir que tu joues le rôle de quelqu'un que tu n'es pas actuellement. Mm. Tu n'es pas actuellement cette personne-là qui a confiance en elle, mais il va falloir que tu incarnes cette personne-là dans tes actions, dans tes ressentis, dans tes pensées, dans tes mouvements, dans ton langage corporel, dans les mots que tu emploies. Parce que c'est comme ça que petit à petit, à force de répéter, à force de jouer ce rôle tous les jours, de show up tous les jours dans cette peau-là de la Marion qui a confiance en elle, qui incarne cette femme qui ose, qui vend, qui est magnétique, etc. Peu importe ce qu'on a envie d'incarner, bah en fait, tu le deviens. Mm. On ne devient pas ce qu'on a envie d'être en attendant de le devenir et que juste ça vienne naturellement. Ça vient pas naturellement. Alors ça, je suis entièrement d'accord, et il y a une forme d'apprentissage. Ouais. Comme ce que je te disais, on apprend à avoir une meilleure éloquence, on apprend à apprendre plus vite, on apprend à monter des vidéos, on apprend, voilà, tout est dans l'apprentissage, et moi j'adore ça, tu me connais, je passe ma vie à suivre des formations. Par contre, le problème que j'ai de base avec cette phrase-là, Mmh. c'est que je trouve que du coup, ça a enlevé énormément le côté authentique, parce que tu Mmh. parlais surtout du côté réseau. Et je suis entièrement d'accord avec toi. La première fois que tu vas te mettre devant un micro, Ouais. ça va pas du tout être naturel, et etc. Tu vois, quand moi j'ai lancé mon podcast, c'était un podcast vidéo de base. Bien sûr que ça me demande du courage, d'affronter ma peur, de sortir de ma zone de confort. Mais pour autant, Mmh. sur les réseaux, j'ai toujours partagé ma vraie vérité et mon Mmh. authenticité. Et je trouve que cette phrase-là, quand elle est pas bien utilisée, les gens occultent complètement cette part d'authenticité, parce qu'en fait, ils veulent pas montrer qu'ils sont en Mmh. galère. Ils veulent pas montrer qu'ils comprennent pas. Ils veulent pas montrer qu'ils savent pas faire. C'est vrai, Ils je veulent suis pas montrer d'accord. qu'ils sont pas capables. Je suis Et moi, d'accord. sur les réseaux, par contre, ça, je l'ai toujours assumé. J'ai toujours dit, guys, genre là, je ne sais pas faire, je vais me former. Là, j'ai fait un lancement pourri. Enfin, faut dire ce qui est, j'ai pas atteint mes objectifs. Bah voilà, pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs? Ok, on travaille ça ensemble. Et moi, je suis vraiment plutôt dans le building public. Tu Mmh. vois, un peu plus ce truc de, en fait, c'est OK de se planter, c'est OK d'avoir des lacunes, c'est OK de devoir déléguer, c'est OK de devoir recommencer, c'est OK de s'être trompé de voie. Tu vois, enfin, Mmh. même on évolue tous un peu sur des chemins différents. Même toi, tes sujets de base sont pas forcément ceux qui sont aujourd'hui. Et moi, pendant très longtemps, comme ce que je t'ai dit, mon but, c'était de pousser les gens à voyager, parce que pour moi, c'est la meilleure forme d'apprentissage de la vie, juste d'expérience de la vie. C'est Et vrai. du coup, j'ai partagé que des contenus voyage. Mais quand je dis que des contenus voyage, c'est avec le fond voyage. Tu Mmh. sais, top 5 des endroits machin, Mmh. ça, si tu veux le faire, faut que tu bookes ici, nanana. Et au final, ça, j'ai pu trouver de sens là-dedans à un moment donné, parce que dans la surconsommation du voyage. Et du coup, j'ai voulu changer une autre forme. Mais ça, pareil,
j'ai accompagné ma communauté dans ce changement, tu vois? Je suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain: «Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le dev perso, le mindset, le machin, le Je suis truc». d'accord avec toi. Tu vois ce Je que je veux suis tout dire? à fait d'accord avec toi et je trouve que ce que tu dis, c'est super important parce qu'il y a trop c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à interpréter cette phrase, dans le sens où on ne peut pas être nous-mêmes C'est ça. et ça, c'est problématique Mmh et en mh. fait, c'est complètement contre-productif parce que de toute façon, les gens vont s'attacher à toi et vont t'aimer beaucoup plus en voyant qui tu es, tu vois? Mmh. Un exemple tout bête, hier, mon bureau, c'était le bordel absolu, tu vois? J'avais honte, mais honnêtement, je me suis dit: «Tu sais quoi? Tu postes une story et tu montres, que c'est le bordel», tu vois? Il faut montrer ces choses-là aussi. Il faut pas, se montrer que sous son meilleur jour et ouais, avoir, le courage, ça aussi, c'est du courage, tu vois? De Ouais, de dire aux gens, comme tu le fais, de leur dire, «Je sais pas et je vais apprendre» et je pense que c'est aussi pour ça que les gens, sont aussi attachés à toi et respectent autant ton travail, tu vois? C'est qu'ils savent que c'est vrai, en fait. C'est c'est pas ça et je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement important parce que, bah, en plus avec l'intelligence artificielle et cetera, on va avoir affaire à ah plus en oui, plus de choses, bah, fake du coup malheureusement, et ouais. voilà, fausses qui n'existent pas et forcément ça fait peur un peu à tout le monde, hein. Moi la première, j'utilise tout le temps l'intelligence artificielle, mais cette part-là de l'intelligence artificielle me fait quand même très peur Ouais. et du coup, je trouve que de garder ce truc d'authenticité, de spontanéité, de tout ça, bah, on l'apprend pas assez, aux gens aujourd'hui et je sais que toi, dans tes coachings, le personal branding, finalement, c'est quelque chose qui est Oui, important. bah, ma vision du personal branding maintenant, c'est plus du tout, celle que j'avais avant, dans le sens où pour moi, ce qui compte, c'est finalement justement d'être soi-même. C'est de créer et de rassembler une communauté autour de qui tu es, en fait. C'est toi la niche, c'est toi ta niche finalement, tu vois. Moi, je trouve ça hyper intéressant comme sujet parce que les réseaux sociaux, c'est un super beau terrain d'expérimentation et de découverte de soi. Ça te met tellement face à toi, ça te met Mmh. tellement les discussions qu'on a ensemble ou que on a avec nos amis, qui sont aussi sur les réseaux, c'est Mmh. des discussions où finalement, quand on va se poser la question: «Ah, qu'est-ce que je transmets sur mes réseaux? Est-ce que tu vois des facettes de moi dans la vraie vie que je ne montre pas sur les réseaux?» En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de voir les réseaux comme un miroir pour mieux se connaître, pour mieux s'exprimer, pour, mieux connecter avec les gens et donc je trouve que c'est un super beau terrain et le business et les réseaux, c'est un terrain magnifique pour ça donc Mmh. moi, quand j'accompagne mes clients là-dessus, c'est vraiment, des questions assez approfondies que je vais leur poser sur ces sujets-là, tu vois? Ouais, Pas juste, «OK, tu veux faire combien d'argent chaque mois? Tu veux» c'est génial tout ça, mais finalement, ce qui compte, c'est que tu sois tellement parfaitement à ta place c'est ça. que ces choses-là, elles, L'alignement, ouais. ouais. L'alignement, c'est un gros sujet aussi et pareil, je pense que c'est quelque chose, tu travailles toute ta vie dessus. L'alignement, c'est le principe le plus puissant Mmh. qui existe. Tu sais, j'en parle dans mon podcast, sur, la manifestation Mmh. quantique. Il y a un principe qui s'appelle la cohérence quantique et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de cohérence? Parce que finalement, pour que tu puisses manifester quoi que ce soit, il faut une cohérence. Il faut une cohérence entre tes actions, Mmh. entre tes ressentis, entre tes pensées, entre qui tu es, ce que tu émanes, l'environnement dans lequel tu es aussi, tu vois? Il Ouais. faut être en cohérence avec cet environnement. C'est pour ça que je pense en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à être à Paris, très longtemps, tu vois? À qui le dis-tu? Un peu difficile, mais tu vois, quand tu es dans un super environnement, comme, Bali ou Dubaï, bah, franchement, c'est beaucoup plus facile d'être, Ouais, en cohérence, tu vois? Et de créer, de manifester, d'attirer à soi des choses, mais incroyables. complètement, te sentir à ta place, en fait. Vraiment où tu sens que tu as juste pas besoin de forcer, Ouais. finalement, je trouve. Hem, c'est marrant parce que ça me fait penser à une autre notion que j'ai abordée avec mon astropsy, où en fait, quand, du coup, je me suis fait, larguer il y a pas si longtemps que ça, comme tu le sais. Forcément, j'ai pris beaucoup plus de séances avec elle. Très rapidement, je lui dis: «Non mais là, il va falloir qu'on se voit beaucoup parce qu'il faut que j'avance, en fait. Je Ouais. peux pas me permettre, surtout pas en ce moment avec tout ce qui se passe aussi dans ma partie pro, de lâcher». J'étais en bêta formation, j'avais 30 filles avec moi, je pouvais pas les lâcher, Mmh. du personnel à engager, plein de choses à gérer et elle me dit en fait, elle m'a posé la question: «C'est quoi, là, maintenant, vraiment ce qui te fait mal?» Mmh. Et je lui ai dit: «Je pense que vraiment ce qui me fait mal», il y avait beaucoup de choses bien sûr, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est parce que ça vient aussi trigger moi quelque chose chez moi, forcément toujours. Je lui dis: «Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'en fait, il s'est à aucun moment battu pour notre couple. Mmh. Pour moi, on n'a rien essayé pour sauver notre couple. Juste ça s'est arrêté comme ça et ciao». Mmh. Et en fait, elle m'a dit un truc que j'avais jamais perçu avant ça.
Elle m'a dit: «Mais tu sais, tu devrais pas te battre, de manière générale, en fait, pour rien dans ta vie. Tout est censé être fluide». Et là, en fait, là, j'ai compris. Et là, je me suis dit: «Ça devait se passer comme ça». C'est intéressant ce qu'elle t'a dit. Ouais, je me suis dit: «Il a pas persévéré, c'est OK. C'est que ça devait pas se passer, c'est qu'il y a un autre chemin, à prendre à ce moment-là», tu vois? C'est intéressant parce que, il y a une part de moi qui est d'accord et une part de moi qui n'est pas d'accord, en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Parce que la part de moi qui est d'accord, c'est la part de moi qui se dit: «Bah, dans nos relations, ça devrait être fluide». Tu vois? En amitié, si ça commence à devenir, anxiogène, lourd, que Mmh. bah, en fait, non, en fait, tu vas pas t'infliger ça. Pourquoi? Aucune raison. Tes amitiés, hem, ton couple, ton partenaire, c'est des personnes que tu choisis, avec lesquelles tu traverses la vie, en fait. Mmh. Mais il y a aussi des terrains sur lesquels, c'est pas fluide. Tu vois? Le business, c'est pas fluide. Mmh. Pas toujours, en tout cas. Il y a des moments où c'est très fluide, mais il y a aussi des moments où il y a beaucoup de contraintes, Ouais. où il va falloir que tu fasses des efforts, que tu résistes un peu, tu vois? Des doutes et tout ça. Mais je pense que Ouais. c'est vraiment sur le terme «se battre» où Mmh. ça m'a remis à ma place parce qu'en fait, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, notamment dans les relations amoureuses. «Ah, il s'est C'est pas vrai. battu pour moi, il s'est pas battu pour notre couple, il s'est pas, battu pour qu'on fasse un enfant, il s'est pas» enfin, en gros, il a lâché, il a abandonné. En fait, c'est parce qu'il y a ça aussi, c'est que du coup, ça met tout de suite dans la position d'abandon. En fait, s'il s'est Mmh. pas battu, c'est qu'il a abandonné, donc il Ouais. m'a abandonné, tu vois? Et en fait, quand tu changes juste le mot en te disant: «Il a pas persévéré», et c'est vrai que du coup, tu es beaucoup moins en résistance quand tu penses comme ça, que quand tu as le mot, parce que comme tu l'as dit depuis, le début de ce podcast, on est tout ce qu'on pense finalement. Ouais, Tout ce qu'on pense, notre cerveau, il arrive à tout capter et il nous c'est fait vrai. ressentir, et c'est ça en fait qu'on émane après en énergie et en aura. Et du coup, le fait que je me dise: «Il a pas persévéré sur notre relation de couple», Mmh. me fait sentir beaucoup plus sereine, zen, apaisée que si je continue à me dire: «Il s'est pas battu». Le côté «il s'est pas battu», tout de suite, tu sais, c'est le côté un peu genre colère, tu vois? Mmh. Ça met pas des émotions, sereines, Ouais, justement. ouais, Et je trouve que totalement. c'est là où le pouvoir des mots Et trop est important. tellement important dans sa vie. Mais tous les mots qu'on C'est se vrai. dit et qu'on imprègne dans notre cerveau, mais C'est c'est énorme. ah ouais, c'est exceptionnellement, puissant, en C'est fait. vrai. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très puissant et c'est vrai que, je suis d'accord. Je pense que la croyance qu'on doit se battre et que ça doit être douloureux Mmh. d'être en couple avec quelqu'un dans un sens ou en tout cas qu'il y a besoin de se battre, une idée intéressante finalement. Je pense que parfois tu vas avoir des moments difficiles et c'est pas que tu vas te battre, parce que c'est pas une question de se battre, c'est juste que tu vas travailler avec ton partenaire sur un Exactement, c'est sujet. ce que j'allais te dire aussi. C'est Ouais. que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: «Tu sais, le verbe se battre, pour se battre, il faut être 2, et c'est souvent l'un contre l'autre quand tu te bats», Mmh. tu vois? Sauf que quand il y a une crise dans un couple, quand il y a une crise dans un travail ou peu importe, en fait, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un à côté de l'autre Complètement. et on avance ensemble en mode Ouais. team, Mmh. tu vois? Et C'est vraiment, vrai, juste la notion, la vision de tout ça permet de complètement faire switcher ton cerveau, mais littéralement. Vraiment, vraiment, elle c'est m'a très vrai. mis des mots dans ma tête que je m'étais jamais mise avant dans mes Mmh. relations, toutes mes relations en Ouais, 33 ans d'existence, tu vois? mais c'est vrai ce qu'elle dit. Je pense que ça, c'est vraiment une croyance qu'on est beaucoup, 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 beaucoup Mmh. à avoir. Que ça doit être dur et que non, en fait, ça doit pas être dur et ça doit alors bien sûr, il y a des moments Ça difficiles. peut être compliqué, Il y a des moments difficiles, c'est mais normal. Dans toute relation, il peut y avoir des moments difficiles, mais en tout cas, ça doit quand même être assez évident que les 2 veulent aller dans la même direction. c'est ça. Et c'est C'est cette ça, histoire de vision toujours pareil, vers quoi on va, quoi. exactement, c'est ça. Hem, pour cette nouvelle série, j'avais envie de mettre, quelque chose, en place Ouais, pour à chaque fois un peu clôturer, ces épisodes qui sont assez, intenses et émotionnellement un peu éprouvants. Mais en fait, j'avais envie de te poser la question, et je vais la poser à tous les invités après OK, toi. trop bien. Hem, en quoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est toutes et tous des étoiles filantes? Ah, c'est beau comme question. Moi, je pense qu'on est tous uniques et que on a tous une lumière, quelque chose à propager autour de nous. Je pense qu'on a tous un don, quelque chose à contribuer, une énergie, une présence,
il y a tellement de choses à l'intérieur de nous on dissimule ou dont on n'a même pas conscience et qui sont Mmh. bénéfiques pour les autres. Et je pense que quand on réalise que le but, c'est pas de se comparer aux autres ou d'être comme les autres, mais plutôt d'aller révéler en nous ce qu'il y a d'unique, ce qu'il y a de spécial et de l'amplifier pour que cette chose-là puisse être bénéfique et contribuer aux autres, on trouve un sens vraiment profond dans notre vie et on se révèle et je pense que c'est ce qui contribue largement à notre bonheur, tu vois? Mmh. Ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on se compare et qu'on croit qu'on doit être comme les autres étoiles finalement, Ouais. tu vois? Alors que finalement, bah, non, tu es tellement spécial, tu es tellement unique et il y a quelque chose de profondément beau et de je pense qu'on est tous faits de la même chose et qu'on est tous notre essence est fondamentalement, une essence, qui est liée à l'amour, tu vois? Je pense qu'on a Mmh. tous de l'amour en nous, on est tous amour et simplement, bah, en fait, notre rôle dans la vie, je pense, c'est d'aller révéler qui on est et d'aller, contribuer, en fait, aux autres autour de nous et quand on fait briller notre lumière, on fait briller celle des autres Mmh. aussi autour de nous et c'est incroyable, hein. C'est un Ouais. cercle vertueux. Cercle vertueux. Ouais, vraiment, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Merci Marion, c'était trop cool, Ouais, vraiment. c'était top. Merci pour ton invitation. Et du coup, on mettra toutes tes informations dans la barre Avec d'infos pour les plaisir. personnes qui veulent te suivre. Trop bien. Merci. Merci.